C'est un endroit où je viens souvent. C'est un hôtel magnifique, pas un palace, mais presque, qui a gardé une saveur 1900, des lustres qui datent de 1880-1900, qui un peu comme le Casino de Paris, ça date à peu près de la même époque et qui ça rien n'a changé. Tout est comme c'était il y a 100 ans. Et j'adore être ici. C'est une retraite. Quand je chante, on est dans un état de nerfs. Alors ici, c'est une retraite. Devant la statue de Jeanne d'Arc en or. J'adore les statues de Jeanne d'Arc. Je vais les voir partout. Il y en a une autre, place Saint-Augustin. Il y en a à Orléans. J'aurais bien aimé vivre vers 1925, 30, là où la ville le monde était encore plein d'espoir sur l'industrie, sur la science, et Paris devait avoir une saveur différente. C'était pas cette ville-musée qu'elle est maintenant. C'était une ville pleine de petits commerçants, de concierges assis sur leur siège, sur une chaise, en train de tricoter sur le trottoir. Il y avait une vie, elle se parlait d'une loge à l'autre. Il y avait des vendeuses de 4 saisons, des petits cafés marchands de charbon et de pinard. Il y avait une vie qui était très différente, plus terre à terre, plus sympa que maintenant, où c'est devenu une ville touristique, qui a son charme aussi, qui est superbe, qui est magnifique. Je m'y promenais encore hier soir. Ils ont fait des éclairages nuancés très beaux du Grand Palais, du pont Alexandre III. Rien n'est éclairé violemment, tout est doux, c'est sublime. Mais ça, c'est plus un musée maintenant, quoi. La Tour Eiffel avait été construite au départ pour 20 ans seulement. Les Parisiens la détestaient, la Tour Eiffel laide, très inesthétique, et craignaient surtout qu'elle leur tombe dessus. Elle a été sauvée de la démolition en 1906 grâce à l'antenne télégraphique et radio ajoutée en son sommet. Celle-ci avait bien servi durant les Premières et Secondes Guerres mondiales. Et donc, la rive gauche, qui était un endroit culturel, un endroit de liberté, de musique, de gens un petit peu sauvages par rapport au reste de Paris. Bon, bah, le quartier s'est fait bouffer par l'argent, par les boutiques de couture, de bijoux, comme sur la rive droite. Maintenant, c'est ce qui est très beau, très parisien, mais ça représente Paris, bien sûr, mais c'est dommage que ça ait complètement bouffé le quartier de Saint-Germain-des-Prés. La seule librairie un peu prestigieuse qui reste, c'est la Une, qui est une librairie connue presque dans le monde entier. Mais sans ça, là où on vend des bijoux Cartier, on vendait des disques. Là où on vend des tissus de mode ou des chaussures, on vendait des bouquins. Partout, c'était comme ça. C'était un quartier de bouquins et de musique. Et il y avait des caves où on jouait du jazz, il y avait des caves, il y avait des cabarets de poésie, de chansons. C'était un quartier, je trouve que c'est un petit peu dommage, que c'est la vie, on n'y peut rien. Mais voilà, quoi. Donc c'était juste un petit clin d'œil, rive gauche, à ça, à ce quartier que j'aimais bien. Elle va mourir quoi qu'on en dise, et ma chanson la mélancolise. Paris, c'est aussi voir la destruction, la colline de Belleville qui était si authentique, le vieux Paris et tout ça, c'est l'argent tout puissant qui ravage tout, et c'est difficile d'être architecte de nos jours, je trouve. Parce qu'on a envie de mettre sa griffe et en même temps on n'y arrive pas. Je trouve qu'ils n'y arrivent pas. Sous les paroles de vos chansons, alors sous les paroles de Rive Gauche, dans la pochette il y a écrit « J'habite un quartier de Paris qui change en moche, alors j'ai fait Rive Gauche ». Mais on en revient toujours à cette question, à quoi ça sert de l'écrire?
Ah, rien, je vous ai dit. Ah, rien, il changera en moche et encore plus. Non, mais rien ne sert à rien. Mais une chanson, c'est comme une poignée de main, je vous dis, ou un clin d'œil. Quand ça arrive, ça fait du bien, que sur le coup, puis voilà. Mais c'est pas très important. Ah si, enfin, ça peut être important de dire dans ma vie j'ai fait changer quelque chose. Ah non, mais alors je dis pas que j'ai fait changer quelque chose. J'ai dit que certainement, en chantant cette chanson, je trouve un écho parmi d'autres gens qui trouvent le même avis que moi, qui ont le goût d'une certaine mélancolie pour ce qui est disparu dans certains quartiers de Paris et qui change en moche, c'est vrai. Partout c'est comme ça, Ménilmontant, machin, tout ça change. Voilà, vous savez bien comme ça change. Moi, je trouve que c'est très utile de le chanter, de l'écrire, comme c'est utile de le photographier. Moi, qui suis pas français, ça me fait de la peine. Quand j'ai vu les Halles déménager, je me suis dit, oh là là, c'est le début, ils viennent d'avoir le kick des gros Steinbergs américains, des grandes surfaces. Le drame, c'est pas les États-Unis. Le drame, c'est que tout le monde imite les Américains. Et on a remplacé toutes les petites boutiques d'artisans, les petits bouchers, les petits boulangers, les boîtes de jazz, les librairies. On a remplacé ça par des trappes à touristes. Et le bout du bout, c'est que Paris, où il y avait le plus de café au mètre carré, on est réduit maintenant à boire du café américain. Ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase en carton. Ici le capitaine, ordre immédiat d'évacuer le navire. Je répète, ordre immédiat d'évacuer le navire. Ici Océanova. Mayday, Mayday, Mayday. Abandonnez aussi et coulons. Abandonnons le navire. 10 personnes à bord. Soutenez les canons. Soutenez les canons. Canons, mon capitaine. Ça coule ici. Ça coule. Abandonnez aussi et coulons. Abandonnons le navire. 10 personnes à bord. Mayday, Mayday, Mayday. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Maroc est menacé de désastre écologique. Un super pétrolier iranien a déversé au large de ses côtes dans l'Atlantique 80 000 tonnes de pétrole brut, soit le double de ce que l'Exxon Valdez avait échappé en Alaska l'an dernier. Incapables de contenir seuls l'importante marée noire, les Marocains ont dû faire appel d'urgence à l'aide de plusieurs pays, dont la France. Les hommes sont fous. En même temps, ça fait partie du jeu, quoi. C'est-à-dire, on cherche, ils veulent absolument faire des tas de réalisations extraordinaires, et puis des fois, ça merde, cet énorme pétrolier qui tombe dans la mer avec tout leur pétrole et qui fout tout en l'air et qui cormoran qui trinque et tout. La mer d'Aral, c'est dingue. C'est des catastrophes, voilà, c'est les hommes. Ben ça fait partie de la vie des hommes, quoi. C'est-à-dire leur folie, C'est pas mal d'avoir de l'électricité par d'énergie atomique, et puis en même temps c'est terrible quand ça fait Tchernobyl, quoi. C'est la finalité du truc, on se dit on cherche le bonheur quand même sur la Terre, et puis alors est-ce que ça va nous apporter du bonheur? Est-ce qu'on se fout pas un peu de notre gueule des fois?